Donc, sur différentes stratégies adoptées par les artistes contre les effacements de la mémoire dans l'art. Mais avant cela, j'aimerais bien rappeler effectivement que l'action contre l'oubli et les effacements de la mémoire peut s'entendre de plusieurs façons. Il y a tout d'abord la question de commémoration et de l'action de musée. Je ne veux pas vraiment parler de cet aspect-là, même si les choses commencent à changer de ce point de vue-là. En tout cas en France, avec la loi dite Taubira de 2001, la traite de l'esclavage est considérée comme un crime contre l'humanité. Et donc il y a d'un côté l'État qui fait face autrement à cette histoire et s'emploie à organiser des commémorations officielles. Une nouvelle conscience semble émerger sur les territoires, une nécessité qui se veut double, la nécessité du côté de la République de faire face à ces histoires et de sortir de l'oubli et du déni, avec comme corollaire pour les descendants des victimes la nécessité de faire connaître les souffrances des ancêtres et de relier le passé esclavagiste aux héritages coloniaux d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ces commémorations cherchent à mettre en avant? La mémoire de l'esclavage, de la traite négrière ou de l'abolition de l'esclavage? Très souvent, les commémorations ne rendent pas hommage aux victimes, mais en un geste encore, on pourrait dire néocolonial, vise à célébrer l'acte de l'abolition. La gloire revient aux pays qui ont aboli l'esclavage. De leur côté, les musées adoptent de nouvelles stratégies muséographiques, essayant autant que possible et en fonction donc des enjeux chaque fois dans chaque pays, la France, la Belgique, les Pays-Bas, de décoloniser leur mise en récit de cette histoire. Mais ce sont là des stratégies mémorielles qui traitent des événements, des chiffres, des traces de ces passés. Mais comme l'a écrit Édouard Glissant au sujet des musées qui rendent hommage aux victimes de l'esclavage, les décors et installations éviteront le style de reconstitution réaliste qui ne rend compte de rien du tout, car il n'approchera jamais la cruauté des ventres de bateaux et des antres des plantations. Je ne parlerai donc pas de ces aspects qui font par ailleurs l'objet d'une recherche plus vaste que je mène avec deux autres collègues, mais je parlerai plus spécifiquement du sujet de la restitution du patrimoine africain en Afrique. Donc, nous revenons, Sébastien Denis et moi, de l'Afrique, et plus précisément du Cameroun, où nous avons inauguré l'exposition Retour à l'Afrique à Banjul Station. Ces lieux uniques, musées, centres d'art, résidences d'artistes et projets écologiques créés par l'artiste Barthélemy Togo. Il était question, entre autres choses, d'un sujet qui est vraiment lié à une forte actualité en France, la question donc du retour des objets et œuvres d'art de provenance africaine et notamment subsaharienne. Faire retour sur ces objets, évoquer leur restitution, c'est mettre l'accent sur la mémoire de la vie de ces objets, leur acquisition, leur circulation, leur mise en exposition et maintenant leur retour. Les collègues africains, lors d'un colloque que nous avons réalisé pendant ces séjours, mettaient l'accent sur la transformation même de ces objets qui étaient partis comme objets utilitaires ou rituels pour revenir en Afrique comme œuvre d'art. Revenons donc rapidement sur cette question de restitution qui commence, donc on commence à en parler en novembre 2017, quand le président de la République française, Emmanuel Macron, avait promis à Ouagadougou des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine en Afrique d'ici, disait-il, 5 ans. Il s'agissait là d'un geste symbolique fort. Cela permet de revenir sur l'histoire, ses oublis, ses effacements, même si ce geste peut avoir une portée qui dépasse la question de justice et de réparation du tort fait aux populations africaines. À titre d'exemple, et entre parenthèses, le nouveau musée des civilisations noires à Dakar a été financé et offert par la Chine, qui renforce de plus en plus sa présence en Afrique.
Il est donc à rappeler que plusieurs pays africains, après les indépendances, avaient réclamé le retour de plusieurs objets en Afrique, mais l'argument officiel qui avait toujours été mis en avant était que ces objets faisaient désormais partie des collections publiques inaliénables et qu'il était impossible juridiquement de les rendre. Un an après la promesse du président Macron, en novembre 2018, Felwine Sarr, écrivain économiste universitaire du Sénégal, et Bénédicte Savoy, historien de l'art, membre du Collège de France, remettait un rapport faisant l'état des lieux de la question de la restitution du patrimoine culturel africain. Il envisageait dans la direction d'une nouvelle éthique, disait-il, relationnelle avec le peuple anciennement colonisé. Il mettait en exergue de leur rapport une phrase de Michel Leiris, écrivain français qui avait fait partie de la mission ethnographique de la France dite de Dakar-Djibouti de 1931 à 1933 et dont il avait assuré le secrétariat. Il évoquait le pillage systématique des objets en Afrique. Il disait « On pille les nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c'est-à-dire, en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. » Il s'agissait de rappeler à ces titres que ces objets qui se trouvent dans les musées étrangers ont été pour la plupart des objets pillés ou acquis dans des conditions douteuses, mis à part évidemment de nouvelles acquisitions des musées pour l'enrichissement de leur collection. Donc, ces objets, ils ont une histoire à raconter autre que celle qui les identifie en tant qu'objets muséaux sur un cartel de musée. Les musées du Quai Branly à Paris fêtent cette année 25 ans d'acquisition d'objets, objets qui ont été acquis pour les collections, comme pour rappeler que tous les objets des collections du musée ne sont pas les résultats d'un pillage. Et il faudrait évidemment toujours nuancer, car beaucoup d'objets ont été effectivement pillés, mais d'autres ont été achetés par la force, d'autres achetés, certes, parfois à un prix dérisoire. 7 francs, par exemple, pour un masque qui, dans les années 1930, se vendait 200 francs sur les marchés français. Mais beaucoup d'objets ont été échangés ou offerts par les populations pour des services rendus, parfois des services comme des services médicaux, par exemple. Les objets qui sont dans les collections des musées omettent très souvent, en fait, dans les cartels, à part les musées Grassi à Leipzig en Allemagne, qui fait un effort de pédagogie assez louable, les autres musées ethnographiques ne mentionnent jamais sur les cartels la provenance des objets, la façon dont ils ont été trouvés dans les musées, et ils effacent ainsi une partie de leur histoire. La question de la restitution des objets rencontre celle des archives, dont le rôle dans les processus de reconstruction mémorielle joue un rôle important. Plusieurs anciennes colonies françaises, l'Algérie en tête, réclament depuis de nombreuses années l'accès aux archives de leur propre histoire. Donc non seulement un retour des objets, mais plutôt une partie de leur histoire, de ces archives. Et les archives sont en effet, ils le soulignent aussi les deux auteurs du rapport, indispensables pour combler les manques. Contre les omissions ou effacements, il s'agit en fait de donner à voir ces missing links, ces liens manquants, qui sont devenus un véritable lieu commun relayé par la presse, par certains artistes contemporains, personnel politique africain, et beaucoup d'historiens de 2 continents. Donc la question des objets est importante, mais la question des archives l'est tout aussi contre les effacements justement de la mémoire. Felwine Sarr et Bénédicte Savoy évoquent dans
leur livre les poèmes d'un écrivain nigérien qui, dans un poème Africa's Memory, pose la question des objets africains dispersés aux quatre coins du monde. Excusez-moi pour la prononciation, je ne vais peut-être pas tout prononcer. Je cherche, c'est bronze d'If, il est à Bonn, répond la lune. Je cherche un masque du Bénin, il est à Londres, répond la lune. Je cherche trône d'Ashanti, il est à Paris, répond la lune. Je cherche un buste du Zimbabwe, il est à New York, répond la lune. Je cherche la mémoire de l'Afrique. Les saisons disent qu'elle souffle dans le vent. Le bossu ne peut dissimuler son fardeau. Donc, ce texte, disent les auteurs, est un puissant témoignage d'absence et de quête de ces objets. Il est au cœur du sujet qui nous occupe, celui de l'inégale répartition du patrimoine africain dans le monde, de sa belle présence dans les musées occidentaux, de failles de mémoire que son absence occasionne en Afrique, et de la responsabilité de chacun pour qu'au regard de la lune et des saisons, à l'avenir, l'équité soit rétablie. Une œuvre, voir comment parfois les artistes contemporains, avec très peu de moyens, peuvent évoquer d'une façon très puissante ce genre de questions. Nous avons ici, peut-être avancé, oui, l'œuvre de Morija Kitenge, The National Museum of Africa. Par ailleurs, on présente d'un musée imaginaire, The National Museum of Africa, avec son logo et son catalogue d'objets. Et on entre dans une pièce de musée, Ten Moa, et on se trouve devant des socles vides, des emplacements dans les murs vides et avec des cartels, évidemment. On peut peut-être passer la diapositive suivante pour montrer le cartel. On voit ici le cartel comme ce qu'on utilise dans un musée, un vrai musée, un cartel qui mentionne que ces œuvres absentes se trouvent en dépôt permanent pour une durée plutôt indéterminée dans des musées occidentaux, que ce soit Paris, Genève, etc. Donc, on peut voir que ces objets qui sont porteurs vraiment d'histoire, c'est quelque chose de très complexe, car il y a dans les pays où la perte est liée à des événements violents ou douloureux ou tragiques, par exemple la fin du royaume d'Abomey en 1892, la mémoire est encore vivace et la question est vraiment brûlante. Pour d'autres, elle semble secondaire. Les translocations, disent les auteurs du rapport, s'étant déroulées sans bruit ni fureur par le biais d'émissions ethnographiques ou de sessions d'objets sur le marché de l'art, et que de toute évidence, la remémoration et les travaux sur l'histoire sont aussi importants que les restitutions à proprement parler. Donc, la question de la restitution des objets met le doigt sur la question, évidemment, de l'imposition des frontières. Le rapport dit, par exemple, que certains objets ont été produits par des communautés, aujourd'hui à cheval sur plusieurs frontières, héritées, juste une teinture d'un artiste, William Wilson, où il présente donc les cartes de l'Afrique avant et après l'indépendance. Donc, certains objets produits par des communautés aujourd'hui à cheval sur plusieurs frontières, hérités du fait colonial, posent problème. Par exemple, si on
Si on donne un exemple précis, l'héritage, par exemple, spirituel de El Hadj Omar, dont une partie de reliques, donc El Hadj Omar qui a créé donc le royaume, l'empire tout couleur, qui était un résistant anticolonial musulman, lui et sa famille se trouvent à la fois au Sénégal, au Mali, en Mauritanie et en Guinée. Donc, dans quel pays rendre finalement la fameuse épée de El Hadj Omar? C'est très compliqué et il est prêté actuellement par la France et par le musée de l'armée au Sénégal, mais les auteurs du rapport, par exemple, justifient cela. Felwine Sarr disait que c'est plutôt au Sénégal qu'il faut le rendre parce que le cœur spirituel de la communauté en question est au Sénégal. Cela pose vraiment problème et ne serait-ce que cette question du retour de ces objets à un certain pays rappelle véritablement la question donc de ce trauma lié aux frontières qui ont été d'ailleurs très souvent en Afrique, tracé à la règle, comme on le sait lors de la conférence de Berlin 1884-1885. Et donc, ce sont des frontières qui sont maintenant des frontières problématiques où il y a justement cette division des communautés. Donc il s'agirait, avec le retour de ces objets, à la fois d'une forme de réparation, qui est à la fois réelle et symbolique, mais ces réparations ne peuvent évidemment pas réparer le trauma colonial que d'une façon symbolique. Il s'agit là, dans des impensés de l'histoire coloniale, disent les auteurs du rapport, qui concernent la vie des objets. Il s'agirait moins des compensations financières que d'un rétablissement symbolique par une exigence de vérité. Felwine Sarr et Bénédicte Savoy s'appuient donc sur un documentaire d'artistes, Kateratia, Reflecting Memory, qui montre que la reconnaissance d'un membre perdu permet de restituer quelque chose qui, s'il ne l'est pas, continue à réclamer d'être remis à sa place. Cette reconnaissance opère comme ce miroir qui, reflétant le membre manquant chez l'amputé, lui permet de faire le deuil de celui-ci et d'apaiser ainsi la douleur bien réelle causée par le membre fantôme. L'analogie peut être faite entre les douleurs individuelles et les blessures collectives immatérielles, opacifiées par un déni collectif, donc le refus de reconnaître et de travailler sur les mémoires douloureuses du fait colonial, par exemple. La restitution et la production du sens qui l'accompagne repart en quelque sorte l'absence du patrimoine qui manque et ses effets sur la psyché collective. Les auteurs préconisent, au-delà de l'acceptation et de la reconnaissance par l'autre, un processus autosotériologique prenant la forme d'une autoréparation par un travail sur sa propre histoire qui devrait s'enclencher. Ils sortent en somme de décolonisation par soi-même. C'est ce que proposent par ailleurs des auteurs comme Achille Mbembe, cette décolonisation de l'imaginaire et des mentalités qui devrait venir, concernant l'Afrique, par l'Afrique elle-même. Il s'agirait en somme, contre le déni de mémoire, d'affronter les traumas coloniales qui provoquent ce que Paul Gilroy nomme une mélancolie postcoloniale. Cette mélancolie postcoloniale est due à un deuil originel qui n'en finit pas d'être surmontée, car elle crée une mémoire enfouie, voire effacée, ou un trauma trop vite évacué comme appartenant au passé. Il revient souvent aux artistes de proposer des stratégies pour décoloniser l'imaginaire et traiter les effets de la guerre mentale dont parle Ashis Andy dans son ouvrage The Intimate Enemy. Et plusieurs artistes font des propositions artistiques et se positionnent à la fois contre les effacements de la mémoire et pour la réminiscence.
Cela consiste à revenir mentalement, pour le dire ainsi, sur la scène du crime, en affrontant la mémoire coloniale, le trauma et bien d'autres événements douloureux, comme le racisme contre les Afro-Américains, par exemple, aux États-Unis. Je vais écourter, on va passer quelques diapositives. On avance un peu. Encore. Voilà. Et je vais terminer par la présentation d'une œuvre de l'artiste Jean-François Boclet, un artiste français qui vient de Martinique, qui travaille à Paris et aux Antilles, qui revient justement sur un texte d'une célébrité, on pourrait dire sinistre, mais qui restait, il y a encore quelques années, largement méconnu. Il s'agit du Code noir. On peut avancer. Voilà. Il s'agit du Code noir, un texte qui servait de règlement pour le gouvernement et l'administration de justice de la police des îles françaises de l'Amérique et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans le dit pays, donné à Versailles au mois de mars 1685. Jean-François Boclet se dit originaire de Martinique. Je n'ai jamais entendu parler en classe, dans le livre d'histoire, de ces textes de loi. Rien sur ces 60 articles juridiques signés par Louis XIV et Colbert, en vigueur de 1685 à 1848, donc 60 articles dans lesquels le statut de marchandise et de bien meuble est conféré à des êtres humains, donc aux esclaves. L'artiste décide alors de revisiter la mémoire historique avec son œuvre « Tu me copieras » 1904, un texte, on va voir peut-être une image encore, voilà. Donc l'artiste décide de revisiter la mémoire historique avec cette œuvre qu'il appelle « Tu me copieras », qui est une vidéo issue d'une performance où il dicte à un professeur de philosophie ce texte. Le professeur ne connaît pas le contenu, c'est le Code noir, et l'artiste le recopie à la craie blanche sur un tableau noir jusqu'à saturation de l'espace. On est entre la punition et l'exercice d'exorcisme, de catharsis, et pendant laquelle l'artiste se demande pourquoi le Code noir trouve un si mince espace dans le récit historique dominant, parce que cela fait crisper cette autre mémoire dominante, celle du grand siècle du roi Soleil et des Lumières. Donc l'artiste met à nu la mémoire d'une histoire enfuie, interroge la façon dont on écrit et réécrit l'histoire. Enfin, juste montrer très rapidement une autre action de l'artiste, Colombo, une performance, une action culinaire où l'artiste revient de la Martinique au Sri Lanka et il cuisine le curry Colombo tel qu'on le cuisine au Sri Lanka, mais qui était une adaptation finalement de ce curry qui était cuisiné au Sri Lanka et en Inde et qui a été apporté aux Antilles par les engagés. Donc, ces personnes qui, à l'abolition de l'esclavage, étaient amenées dans les plantations pour travailler comme des personnes libres, mais au fond, c'était un travail qui était tout aussi difficile que sous l'esclavage, mais surtout, ce sont des villages entiers qui ont été apportés dans les plantations et à qui on promettait par exemple un retour dans leur pays d'origine, mais qui le plus souvent, donc, les bateaux qui devaient le ramener n'arrivaient jamais. Donc ce sont aussi des oubliés de cette histoire et Jean-François Boclet met l'accent justement sur
ce morceau de l'histoire qui sont peut-être pas complètement effacés, mais en tout cas pas racontés et un peu oubliés. On va avancer et pour finir encore, dernier exemple contre l'effacement des effets d'une mémoire enfouie et les dénis de la mémoire, de la blessure, tout le travail de l'artiste franco-algérien Kader Attia qui propose la notion de réparation. Ici, la réparation de gueule cassée, le gueule cassé qui est un terme inventé par le colonel Picot, président de l'Union des blessés de la face et de la tête, qui désigne les blessés de la Première Guerre mondiale qui ont subi des séquelles graves et notamment au niveau du visage. L'artiste rappelle que la réparation, selon une conception occidentale, consiste à revenir à l'état originel et à nier ainsi la blessure. Il prend aussi appui sur une pratique traditionnelle dans des sociétés africaines, asiatiques et antémodernes occidentales où réparer signifiait montrer que l'on a traité la blessure, donner une place aussi importante à cette réparation qu'à la blessure, donner, en somme, une seconde vie à la chose blessée. Donc la blessure n'est plus, mais l'acte de sa réparation rappelle qu'elle a bien existé. La réparation traditionnelle, dit Kader Attia, a toujours signé le temps qui passe en l'assumant avec le relief, la couleur parfois, la subtilité du détail marqué qui recouvre la blessure pour la révéler, parfois même en se réappropriant ou en cannibalisant, pour utiliser le terme cher à Oswald de Andrade, le reste d'objets d'une autre culture, comme s'il fallait vivre avec, assumer, ne pas être dans le déni. C'est sans doute ce que notre société contemporaine devrait apprendre de ces objets qui relèvent d'une métaphysique du quotidien, parce qu'ils nous relient à cette part de nous-mêmes jamais vraiment disparue. L'artiste, on pourrait dire qu'il revient, il transforme l'opération contre l'effacement en une position pour le souvenir. Et je trouve ce renversement de cette position extrêmement intéressant, car revenir sur le passé consiste alors non pas à réparer l'irréparable, mais à garder quand même le souvenir vivant de la douleur du passé. Le procédé, et je vais peut-être aller vite ici, j'allais parler du procédé mis en place en Afrique du Sud par la commission Vérité et Réconciliation, qui constitue un exemple intéressant d'action contre les dénis de mémoire et d'aide aux individus pour accomplir le travail du deuil. Mais je vais passer rapidement. Pour aller un peu plus loin, parce qu'il faut quand même que je termine, pour rappeler ce que disait Achille Mbembe dans son ouvrage Politique de l'inimitié, publié en 2016 aux éditions de la Découverte, qui pointe le fait qu'il est temps, dans cette mémoire de cette histoire douloureuse, d'assumer non seulement la mémoire locale et individuelle, mais aussi ce que Édouard Glissant appelait la mémoire du tout-monde. Aujourd'hui encore, dit Achille Mbembe, il n'est pas clair aux yeux de tous que l'esclavage de nègres et les atrocités coloniales font partie de la mémoire du monde, encore moins que cette mémoire, parce que commune, n'est pas la propriété de seuls peuples qui ont été victimes de ces événements, mais de l'humanité dans son ensemble. Artistes et écrivains prennent symboliquement soin, je dirais, de cette mélancolie collective, de cette mélancolie postcoloniale. De la mémoire sélective hégémonique, ils se tournent vers une multitude de mémoires individuelles, souvent omises, effacées,
et prélève des morceaux choisis, mettant en avant les mécanismes de domination qui dictent les oublis et les omissions. C'est l'histoire et ce dont il a été décidé collectivement de se souvenir. Les artistes mettent en avant les mécanismes de domination qui dictent les oublis et les omissions, rappelant de façon inverse et critiquant le fait que l'histoire est aussi ce dont il a été décidé collectivement d'oublier. Contre l'injonction de ne pas oublier, oui encore, contre l'injonction de ne pas oublier et de lutter contre l'effacement de la mémoire, certains artistes adoptent une autre stratégie, celle qui transforme la forme négative contre l'oubli en une injonction positive de se souvenir. Merci. Alô, alô, se ouve. Eu vou falar português, andei porque Vanise vai traduzir. Gostaria de agradecer muitíssimo tua bela apresentação, palestra, que nos faz pensar, não é, em mecanismos bastante dolorosos que existem do ponto de vista político e cultural, não é, em muitas partes do globo, mas tu estás te dedicando especialmente à questão da África, né, que é um estudo valioso. Nós vamos abrir a perguntas, mas eu vou inicialmente te fazer uma, que na verdade ela se desdobra em duas. A primeira questão que eu te perguntaria, André, é de que modo, por exemplo, a questão dos arquivos que tu colocaste de uma maneira tão enfática e tem uma importância realmente vital na questão dos estudos históricos da própria África, de que modo esses arquivos circulam no mundo? Essa é uma pergunta, primeiro. E a segunda, também vou te colocar, seria também se tu tens conhecimentos dos caminhos das universidades na África em relação a essas questões, porque a gente tem visto muitas publicações, mas eu não sei como, se tu tens conhecimento do desenvolvimento universitário e acadêmico em relação às histórias da arte de uma questão específica. Merci Monica pour ces questions. Je vais commencer par la deuxième question. Oui. Il y a évidemment beaucoup d'universitaires africains qui travaillent sur les sujets, mais qu'on n'entend pas très souvent à part Achille Mbembe qui est maintenant très célèbre, Felwine Sarr également, devenu célèbre aussi avec ce rapport. Il n'y a pas beaucoup de publications en Occident et très souvent d'ailleurs, on parle un peu à leur place. Et que justement ces projets avec Retour à l'Afrique, c'était une façon de donner aussi la parole et commencer de ce point de vue depuis l'Afrique. Oui. Depuis l'Afrique. Mais il y a des penseurs, il y a des écrivains qui ont une tribune. Par exemple, Alain Mabankou, qui est un écrivain,
qui a été le premier créateur noir, on pourrait dire, d'origine africaine, qui a eu la chaire de création au Collège de France il y a 2 ans. Il a fait un énorme colloque qu'on peut consulter d'ailleurs sur le site du Collège de France. Et à la mort, à une tribune, donc c'est quelqu'un qui est très écouté. Et pour l'histoire, il faut dire qu'il a été contacté par Emmanuel Macron pour travailler sur la question de la francophonie. Et au lieu de participer, il a refusé, tout en envoyant une lettre ouverte, magnifique, où il dit comment il ne voudrait pas s'engager dans une réflexion autour de la francophonie tant que le pouvoir qui a mis en place cette langue continue en fait en Afrique à cacher les vérités, l'effacement de mémoire. Donc au niveau des archives, c'est une question très compliquée partout. Les archives s'ouvrent progressivement et on peut les consulter, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse avoir accès, en tout cas sur des sujets très sensibles comme les colonisations, parce que ça touche des problèmes aussi actuels. Serait très riche de répondre. Seria muito rico estender isto. Seria riquíssimo para os estudos de história. Muito obrigada. Nós vamos abrir também ao público perguntas que vocês gostariam de formular, não é? Andrula, primeiro, parabéns pela exposição. Muito, muito interessante, parabéns. É uma pergunta, tu já sugeriu um pouco a resposta, mas eu queria que tu falasse de maneira um pouco mais resumida, ou enfim, concentrada. Se tu acredita que a arte contemporânea pode desempenhar algum papel em como lidar com esses traumas e com esses apagamentos, essas faltas de arquivo, de memória e os próprios eventos que determinaram elas. Obrigada. Oui, moi je pense que, évidemment, l'art n'est pas un acte politique, mais j'aime beaucoup cette phrase de l'artiste belge qui travaille au Mexique, Francis Aylis, qui disait que quelque chose de poétique peut devenir politique et quelque chose de politique peut être et devenir poétique. Et je pense que les artistes peuvent apporter, non pas des solutions, mais en tout cas nous aident à réfléchir davantage de façon sensible sur ces questions-là. Então, boa tarde. Eu gostaria, então, de perguntar para a Andri, né, primeiramente, muito obrigada, né, pela sua fala, que foi muito instigante em relação a gente pensar essas questões sobre o apagamento e que a gente, no dia a dia de sala de aula, a gente se confronta com muitas questões em relação ao que tu trouxeste aqui, levantaste. E a minha pergunta é uma questão bem pontual, como que na sua universidade essas questões são abordadas em termos de disciplinas, em termos de pesquisadores que têm se dedicado às questões da África, e mesmo ou de outras culturas em que ocorra esse apagamento com maior intensidade.
Oui, merci. Au sein de notre université, on est plusieurs, pas beaucoup, mais plusieurs enseignants qui travaillons sur ces questions de l'art et des territoires, de la mémoire. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, nous avons donc un axe de recherche qui s'appelle Art et territoire. Et à l'intérieur de cet axe, il y a justement le projet Retour à l'Afrique, Retour à cette histoire. Et ce qui nous intéresse très particulièrement, c'est vraiment de rapport entre l'Afrique, les Antilles, l'Amérique latine et le retour. Donc cette circulation et cet espace en fait appelé l'espace de l'Atlantique noir. Et nous avons également une collaboration avec l'Université Paris 8 et l'Université Bucknell aux États-Unis autour de la question des objets et enjeux de la représentation de l'esclavage et de la colonisation au niveau des musées. Donc comment les musées racontent en fait cette histoire, quel récit met en avant, comment, et donc nous sommes en train de faire un travail comparatif en fait de différents musées en fonction des pays. Par exemple, j'ai parlé avec un collègue qui vient du Portugal qui me disait qu'au Portugal, ils n'ont pas vraiment un musée qui raconte cette histoire et pourtant le Portugal est un pays qui est en plein dans cette histoire de la colonisation et de l'esclavage. Donc, la présence dans le musée de cette histoire ou son absence dit beaucoup de choses. Donc, c'est une sorte d'effacement aussi de la mémoire, hein, on pourrait dire. Eu esqueço, ela está do lado, depois eu vou falar francês. Mas nós temos que concluir agora, porque o tempo é sucessivo nas atividades. Então, nós queríamos agradecer muitíssimo a professora Androla Michael por esse momento, que nós vamos ficar pensando, com certeza, e estendendo a outras comunidades que certamente nós estamos encontrando pela frente. Então, muito obrigada.